Denis, 17 ans, voilà. Il est en classe de terminale scientifique au lycée Pompidou. Il a suivi son primaire à l'école de Rouen-Saint-Marie, dont il est originaire, et il a fait son collège à Saint-Mamé. C'est l'attirance pour l'agriculture et la nature en général qui ont fait que Denis a rejoint en seconde le lycée Pompidou. Denis, au dire de ses camarades, est curieux, réfléchi, sérieux, audacieux. Il est très impliqué dans la vie du lycée. Sachez qu'il est délégué régional au conseil de l'enseignement agricole. Il devait l'être au niveau national, et puis je crois qu'il m'a dit ça, mais ça s'est arrêté un petit peu en route. Denis a participé au concours annuel de la résistance. Premier prix départemental en travail de groupe et troisième prix en individuel. Il envisage pour l'année prochaine une classe préparatoire ingénieur en agronomie. On peut le dire parfois. Xavier, voilà, c'est on a dit c'est plus bon, des deux sujets confonds. Xavier, c'est un clone. Donc Xavier, 17 ans aussi, est aussi en classe de terminale scientifique, il est aussi à Pompidou. Il a été scolarisé à Morse, puis au collège aussi de Morte-Sainte-Flore. Après une année en classe de seconde à Villefranche-de-Rouergue, il a intégré dans la classe de première du lycée agricole. Donc le lycée agricole est représenté comme du Clos et comme le groupe Gerbert. On devait avoir une élève de Monet, puis elle n'a pas pu être là ce soir. Xavier est un sportif. Il apprécie les raids organisés dans le cadre de l'UNSS. Sérieux, rigoureux, réfléchi, il avoue avoir une âme de chef. Serait-il le chef du binôme? Xavier a aussi participé, je vous dis, c'est un clone, au concours annuel de la résistance. Premier, sûrement tous les deux, là, en groupe, à travail de groupe, et deuxième prix à l'individuel. Il envisage pour l'année prochaine une classe préparatoire intégrée, peut-être Purpan à Toulouse, pour devenir ingénieur agri. Quand nous les avons rencontrés, je vous disais, on leur a laissé la liberté, c'est le sujet, de travailler en binôme. Et cela nous a donné, vous allez voir, un exposé original. Donc merci Denis et Xavier d'avoir accepté de revenir faire votre prestation, je crois pour le bonheur de tout le public, mais bon là j'anticipe. À vous. Voilà. L'avantage, c'est que lors du concours, les candidats qui ne sont pas passés n'ont pas le droit de voir les élèves qui ont participé. Donc là, il y en a qui sont heureux de le découvrir parce qu'ils ne les ont pas vus le 26 février. Quelle heure avez-vous rendez-vous? Dans un quart d'heure. La liberté menacée, la liberté atteinte, une liberté en danger. Vous voyez, c'est impressionnant. Avec l'actualité, on ne parle plus que d'elle.
la liberté, et toujours la liberté. Il est vrai qu'on en parle partout. Encore faudrait-il savoir de quoi l'on parle. En général, la liberté, c'est pour ce que l'on veut, non? Oui, la liberté, pour prendre les grands mots, c'est n'être ni soumis ni contraint. C'est ce que l'on dit, oui. Vous avez lu le Zaïre de Paulo Coelho? Non, je ne connais pas. En fait, dans cet ouvrage, Coelho, justement, définit la liberté. Il dit que la liberté n'est pas l'absence d'engagement, mais la capacité de choisir. Alors la liberté, c'est s'engager. Mais qu'est-ce que l'engagement? Ah, l'engagement, c'est faire un choix. C'est faire un choix, mais un choix qui en exclut d'autres. Regardez, en s'engageant dans un parti politique, on s'engage à renoncer à défendre des idées de notre parti. Vous comprenez? Oui, je suis d'accord. Sauf qu'être libre, c'est n'avoir aucune contrainte, donc avoir tous les choix possibles. Je perds donc ma liberté lorsque je m'engage, puisque je fais un choix auquel je dois me tenir qui m'empêche d'en faire d'autres. La liberté ne serait donc pas dans l'engagement. Effectivement. Mon fils, par exemple, il s'est engagé auprès du Lions Club d'Aurillac pour participer, vous savez, au concours d'éloquence. Mais les jours passants, le stress ne cessait d'augmenter. Et si, à tel point qu'il voulait tout arrêter, tout abandonner. Mais il s'était engagé. Il ne pouvait plus revenir en arrière moralement. Il aurait vécu comme un échec, comme une faiblesse. Il était soumis par son choix, il n'était plus libre. Mais alors, sans oublier si l'on ne s'engage pas. Cela semble évident. Ne pas s'engager, c'est ne pas rester dans ses choix, et par là, être libre. Oui, j'en conviens, mais cette liberté auquel vous aboutissez n'est pas réaliste. Comment? En ne s'engageant pas, c'est-à-dire en ne choisissant pas. On risque de se mettre dans la position où les autres finiront par choisir à notre place, car on ne peut pas rester isolé. Le sentiment d'indépendance, du moins de liberté, procuré par cette absence d'engagement, ne serait-il pas alors illusoire? Regardez, lors des élections, les abstentionnistes ne s'engagent pas, mais devront dans tous les cas assumer la volonté des autres. Et finalement, ils se soustraient de leur liberté. Oui, ce n'est pas parce qu'on ne s'engage pas qu'on est pour autant plus libre. Vous savez, j'ai beaucoup lu les œuvres de Sartre. Il disait que l'homme était jeté dans l'existence, engagé malgré lui. En effet, à tout moment, nous sommes tenus d'effectuer des choix, tenus de prendre des décisions. La liberté, si elle ne réside pas dans l'engagement ou le non-engagement, ce que nous venons de dire, se définirait alors peut-être par le choix, du moins par la possibilité de choisir. Pas exactement. En 1940, les Français, justement, ont eu le choix entre l'engagement ou le non-engagement. Ils ont eu le choix de s'engager dans la collaboration, dans la résistance, ou encore dans la résignation. Tous crurent alors être libres, car ils avaient le choix. Oui, mais c'est ce que je vous dis. On est libre car on a le choix. Non. Car chacun fit son choix en conscience de l'interprétation qu'il faisait de la situation, de la guerre. Pour me parler de Sartre, il disait justement que la conscience est toujours conscience de quelque chose. Elle n'est pas chose en soi avant de percevoir quelque chose. C'est donc nous qui pouvons décider de ce que nous voulons percevoir en choisissant ce qui a du sens pour nous. Le choix a donc été influencé. Les Français se croyaient libres, mais ils ne l'étaient pas. Pour être libre, il faut jouir d'une capacité à décider, certes, mais surtout, il ne faut pas être soumis à des déterminations intérieures ou extérieures, comme la morale, l'envie ou encore le désir. Alors, si j'ai bien compris, pour être libre, il ne faut pas être déterminé. Je crois. Cependant, l'absence d'une quelconque détermination nous plongerait dans la situation de l'âne de Buridan. Vous savez, cet âne avait aussi faim que soif. On le mit à égale distance d'un seau d'eau et d'un sac de grains. Et donc, vous en convenez, autant influencé par l'eau que par le grain. Oui, on peut dire qu'il n'était pas influencé au final, ou du moins qu'il était libre de choix entre aller manger ou aller boire. Exactement. Mais cet âne
ne sachant que choisir, comme il n'était pas influencé, mourut. Pour ne pas mourir, il aurait fallu choisir, et donc préférer. Exactement. Mais alors, notre liberté, enfin, notre capacité à choisir, reposerait sur notre capacité à maîtriser nos influences. Nous pouvons nous laisser faire par toutes les sollicitations qui se présentent, auquel cas nous les subissons, nous sommes plus libres. Mais ne pouvons-nous pas également les organiser pour que notre vie soit cohérente? Oui, ce serait alors pouvoir choisir ses déterminations, ses influences, à la place de les subir, n'est-ce pas? L'homme, pour revenir à Sartre justement, est condamné à l'équilibre. Car une fois qu'il est jeté dans l'existence, il est responsable de tout ce qu'il fait. La vraie liberté, vous le savez, serait d'être totalement responsable de nos actes, de nos choix. Et vous vous rendez compte, c'est un point terrible. Nous sommes libres et à la fois condamnés à effectuer des choix toute notre existence. Condamnés surtout à les assumer, sans prétendre que nous devons aller travailler ou bien que nous devons respecter tel ou tel ordre. Monsieur Figaro, c'est tout. Ah. Et pourtant, je dois y aller.